Et merci à Ibrahim Khalil Diakité qui vient donc d'animer le deuxième plateau avec le CNRD pour revenir sur les enjeux politiques, sociaux et économiques avec bien sûr l'organe central de gestion et d'orientation de la transition, le CNRD. Nous voici donc avec ce troisième plateau pour recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Avec lui, il sera question tout à l'heure de revenir sur les acquis, les défis et les perspectives. Et donc les activités donc, du gouvernement, qu'est-ce qui a été fait à nos jours, qu'est-ce qui a été donc mis comme acte depuis le 5 septembre 2021, 3 ans après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la gestion, de la transition de façon générale, mais aussi les actions donc, du gouvernement. Avec moi pour m'accompagner sur ce plateau 3 avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Thierno Amadou Mboney Camara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndoye, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs. Mondal Fabalde, bonjour. Bonjour Ndoye et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Abaka Kondé, bonjour. Bonjour Ndoye, bonjour à toute la Guinée. Et nous souhaitons également la bienvenue au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, sur ce plateau. Monsieur le Premier ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, il est question de parler aujourd'hui, nous le savons 3 ans donc après la prise du pouvoir par le CNRD. Qu'est-ce qu'on peut retenir, parlant bien sûr des actions gouvernementales de façon générale, tout en revenant sur les acquis. Et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut retenir 3 ans après de gestion par le CNRD? Bon, il y a beaucoup de choses à retenir. Vous savez, 3 années, à l'échelle d'un pays, c'est peu. Mais par rapport à ce que la population guinéenne et les institutions de ce pays sont en train de vivre, il y a eu beaucoup de changements. Si vous me le permettez, d'abord en ce qui concerne la question du vivre ensemble, la recherche de la stabilisation du pays par le biais de la cohésion nationale qui doit être renforcée, le lancement des assises nationales, par, à l'époque, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, était une initiative majeure de la gouvernance après le régime de M. Alpha Condé. Et cela avait montré l'indispensable nécessité pour les nouveaux dirigeants de ce pays de mettre la question du rassemblement comme une priorité des priorités. Et les assises nationales qui ont pour vocation de déblayer le terrain pour qu'on ait une véritable politique et une stratégie de réconciliation nationale, a structuré principalement certains grands axes qui ont été déclinés à travers des programmes. Et ça, je peux vous dire que la question de la recherche, disons, de rupture avec l'impunité par l'organisation du procès du 28 septembre 2009 était une initiative et une décision courageuse que les dirigeants du CNRD ont pris. Et vous savez que ce n'était pas une décision facile, puisque c'était la première fois qu'en République de Guinée, que les autorités qui ont incarné la responsabilité de l'État à un moment donné de notre histoire, ont été mis devant le tribunal pour expliciter leurs responsabilités dans des crimes de sang. Et la Guinée, par ce biais-là, a montré une capacité de faire une action historique, non pas à l'échelle de la Guinée simplement, mais à l'échelle du continent tout entier, par rapport à ce procès qui, grâce à Dieu, s'est terminé dans de bonnes conditions. L'aspect judiciaire n'est pas encore terminé, puisque vous savez, il y a des procédures disons, d'appel qui ont été engagées. Mais quoi qu'il en soit, la Guinée, par ce biais, on peut parler de la Guinée d'avant et de la Guinée d'après. Parce que les changements que cela induit dans le comportement des dirigeants, dans la façon dont
l'opinion et la population guinéenne percevra le rôle d'un responsable, à partir de maintenant, les choses ne seront plus comme avant. Ça, c'est une décision vraiment historique et qui mérite qu'on y accorde toute l'importance que cela mérite. La Guinée, par elle-même, et je dois vous dire que la Guinée n'a pas eu les financements extérieurs escomptés. C'est les ressources nationales qui ont permis que nous puissions arriver à ce niveau-ci. Donc ce n'est pas une pression extérieure, c'est une décision souveraine des autorités de ce pays de faire cette action qui est historique aujourd'hui. L'aspect économique, la lutte contre la corruption qui est une véritable gangrène depuis très longtemps, parce que ce pays qui avait pour vocation d'être le leader économique en Afrique de l'Ouest dans les textes, dans les prévisions des années 50, est devenu, par le fait d'une gouvernance qui n'a pas été à la hauteur des attentes et des aspirations de la population guinéenne, nous a ramené à un État qui, aujourd'hui, a accumulé des retards. Et cela est dû principalement, non pas parce que des forces extérieures n'ont pas voulu le développement de la Guinée, mais les cadres qui ont incarné l'autorité de l'État pendant une longue période n'ont pas été en phase avec réellement les aspirations de nos populations. Et il fallait rompre cette chaîne qui est aussi une autre chaîne d'impunité par le biais de la corruption, et que l'instauration de la Cour de répression des infractions financières et économiques est un élément. Bien entendu, chaque chose mérite d'être expérimentée, d'être améliorée, et de ce point de vue encore, la Guinée, avec bien sûr ses tentatives, parviendra progressivement à avoir des institutions en capacité, sur le plan technique, sur le plan institutionnel, d'être en mesure de vraiment nous permettre que demain, que personne ne soit au-dessus des lois de la République, tant pour les crimes de sang que pour les crimes économiques. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui constitue une rupture majeure par rapport au passé. Maintenant, sur le plan des options économiques, je peux parler des infrastructures. Ouais. Celui qui a vécu pendant longtemps dans notre capitale, pour ne parler que de la capitale, peut se rendre compte que les choses ont évolué. Il y a des axes routiers qui sont ouverts, qui ne l'ont pas été pendant beaucoup d'années. Et on se pose la question, mais pourquoi on n'a pas pu faire ça depuis très longtemps? Ça aurait permis aujourd'hui qu'on aurait pu faire autre chose, désenclaver les quartiers, faire en sorte que la capitale, les populations de plus en plus nombreuses puissent vivre de manière décente. Là aussi, il y a des actions qui sont concrètes, qui sont visibles, des quartiers. Ça, ce sont les infrastructures au niveau de la capitale, par Bien exemple, sûr. mais à l'intérieur du pays, Mais à l'intérieur du quel est pays, l'état des lieux aujourd'hui quand on à parle l'intérieur du d'infrastructures? pays, il y a nos capitales régionales, nos préfectures, depuis près de 60 et quelques années d'indépendance, n'ont jamais eu 10 cm de route bitumée. Et aujourd'hui, aller à l'intérieur du pays, que ce soit à Mali, que ce soit à Koubia, que ce soit dans des autres préfectures du pays, un peu partout, il y a des activités qui montrent que l'intérêt du pays fait partie aussi du territoire national, et des infrastructures sont en train d'être engagées. Récemment, je peux vous dire, la pose de la première pierre de la route Labé-Mali, qui est un axe majeur qui va aller vers la Guinée-Bissau et vers le Sénégal, est une donnée historique des doyens. On dit, et depuis plus de 40 ans, ils sont en train de prier pour que cette route soit. Et cette route se fera, puisque la pose de la première pierre est effective,
et la banque d'investissement et de développement va financer ce tronçon qui, pour les populations de cette partie du territoire national, aura une portée symbolique majeure. Je prends par exemple les autres axes, les 10 kilomètres entre Lola et la frontière de la Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, je serai avec plaisir avec les équipes du ministère des Infrastructures. Nous serons ensemble pour l'inauguration. Donc c'est pour dire que l'ensemble du territoire n'est pas oublié. Et je rappelle que ça fait partie aussi d'une des recommandations de faire en sorte qu'aucune parcelle du territoire ne soit oubliée, ne soit exempte de la présence d'étatique. Bien entendu, ce n'est pas facile. Des décennies et des décennies d'abandon des prérogatives de l'État en termes de services publics, en termes d'investissement vers l'intérieur du pays, ne peut pas être comblé au bout de 2 ans ou de 3 ans. Donc la donnée change. Un autre fait majeur qui est aussi historique, Lequel? c'est le Simandou. C'est le Transguinéen. Pendant des décennies et des décennies, pour ceux qui sont moins jeunes, ça faisait partie du rêve. Oui, bien sûr. Le rêve guinéen, c'est d'avoir le Transguinéen. Et le Transguinéen est en train d'être construit. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, c'est la construction de la voie ferrée de Moribaya jusqu'aux confins de Beila pour, au niveau du Simandou. 670 km de voie ferrée pour transporter les minerais, mais pas simplement le minerai. Ce sera une voie ferrée multi-usage. Ça veut dire que ça va transporter aussi bien le minerai que des personnes, c'est-à-dire les voyageurs et les marchandises. Cela veut dire que c'est un axe stratégique de transformation économique de la Guinée que les Guinéens verront dans peu de temps. La transformation de l'économie de la Guinée, monsieur le Premier ministre du gouvernement, vous avez parlé de plusieurs aspects qui ont trait à la fondation, à la rectification institutionnelle, parlant par exemple du procès et des événements du 28 septembre et tout ce qui s'ensuit, la Cour de répression des infractions économiques et financières, les infrastructures routières à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Et je vais peut-être donner la chance à monsieur Mamadou Alpha Baldé, parce qu'au-delà même de ces acquis auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, il y a aussi les défis donc, qui attendent les autorités de la transition, sont bien les enjeux et tout ce qui s'ensuit, tout en restant focus, bien sûr, sur les départements sectoriels, parlant de l'énergie, de l'économie, des infrastructures. Oui, monsieur le Premier ministre, on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre discours de politique générale devant le CNT. Il était très ambitieux. Depuis, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui reste à faire? Surtout dans un domaine précis, la pacification du pays, parce qu'il y a le social, l'économique, après le politique, mais dans la pacification du pays, dans le vivre ensemble, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Bon, dans le vivre ensemble, je dois dire, il faut inculquer un autre style de gouvernance à tous les niveaux. Le style autoritariste, dont une bonne partie des élites guinéennes sont imbibées du fait des expériences antérieures, il faut progressivement déconstruire ce style autoritariste en un style qui permet un dialogue permanent entre les populations et les administrations, entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Cela se fera avec du tact, intelligence et ça demandera du temps. C'est pour dire que ce n'est pas simplement en claquant des doigts que du jour au lendemain que les choses vont changer. Je déplore et je condamne le fait que hier, par exemple, une femme a été atteinte d'une balle au niveau de la T8. Et je constate qu'il y a 2 semaines de cela, un enfant dans les mêmes parages avait été atteint d'une balle et nous avons dénombré ces 2 mots. Et depuis hier,
le ministre de la Sécurité est en train de rechercher et de mener les enquêtes tant au niveau interne qu'au niveau de l'ensemble de tout ce qui a pu se passer pour avoir une explication logique et plausible de cette série dans le même secteur qu'il y ait des morts. Et nous tenons à ce que la lumière soit. Et nous tenons aussi à rappeler que la responsabilité doit être partagée pour la sécurisation du pays. Qu'est-ce que les autorités locales ont fait? Qu'est-ce que le chef de quartier a fait? Qu'est-ce que les autorités morales de ce quartier ont fait? Est-ce que nous pouvons, sur un territoire d'environ 243 000 km², veiller sur tout ce qui peut se faire dans un coin du territoire s'il n'y a pas une responsabilisation de tout le monde pour veiller à ce que la sécurité soit la priorité des priorités. Et de ce point de vue, en ce qui le concerne, le ministre de la Sécurité est en train de faire ce travail. Et vous savez que par rapport à la sécurisation, au mois d'avril ou mai, je ne me souviens pas exactement de la date, je m'étais rendu au niveau du ministère pour rencontrer toute la hiérarchie des agents de police et pour indiquer qu'on ne peut pas tolérer que dans le cadre des manifestations et même dans le cadre du maintien d'ordre, qu'on dénombre à chaque fois des morts. Et les enquêtes doivent être poursuivies sans complaisance. Et la responsabilité de ceux qui sont les responsables, les commandants d'unité, doit être totale pour veiller sur le comportement des hommes. Mais cela veut dire également que la loi doit s'appliquer et que la justice doit être menée jusqu'au bout et que les enquêtes doivent être sans complaisance. Parce que ce que vous devez savoir, l'instrumentalisation de la délinquance pour des intérêts politiciens est dans le contexte régional un élément dont on doit prendre en considération. La déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest veut dire qu'aujourd'hui des armes circulent. Des groupes qui ont des intérêts, soit mafieux, soit politiciens, soit d'une manière ou d'une autre créer une psychose. Et l'État guinéen a la responsabilité de veiller à ce que tous les fils et les filles de ce territoire puissent vivre en sécurité. Mais ce n'est pas facile, mais nous veillons et nous n'allons pas nous laisser distraire par des considérations. Par exemple, lorsqu'on dit la liberté de manifester, il faut qu'elle soit totale. Dans aucun pays du monde, cette liberté de manifestation n'est totale lorsque la sécurité des personnes pourrait être mise en jeu dans le cadre d'une activité quelconque. Nous avons une culture politicienne qui est une culture imbibée de violence. Et nous sommes en train, non pas par des discours, mais par des faits et des approches, de montrer aux gens qu'on peut résoudre nos problèmes sans avoir besoin de se donner des coups de poing, mais de se retrouver autour de la table avec des acteurs responsables, mais pas avec des acteurs qui sont dans une certaine mesure... Monsieur le Premier ministre, on a vu quand même des enquêtes qui n'ont jamais abouti dans le passé. Quelle garantie aujourd'hui pouvez-vous donner aux populations guinéennes quant à l'aboutissement de ces enquêtes auxquelles vous faites allusion tout à l'heure? Bon, lorsqu'on a procédé au jugement du massacre du 28 septembre 2009, ça a montré une volonté de l'autorité la plus haute de ce pays d'aller jusqu'au bout et en laissant la justice faire son travail. Cela veut dire que par rapport aux faits que nous constatons, tous les secteurs de la société ont une part de responsabilité. Je prends par exemple la presse. La responsabilité de la presse, c'est d'être réellement un contre-pouvoir efficace.
faire en sorte que les activités ou les actions de n'importe quel autre secteur de la société ne soient pas laissées ou tues par complaisance ou par, j'allais dire, irresponsabilité ou par lâcheté. Mais lorsqu'on ne voit les choses que d'une seule manière, en détournant le regard par rapport à d'autres faits, il va de soi que de ce point de vue, la presse peut ne pas assumer sa responsabilité. Et nous voulons une presse qui soit réellement une presse libre, une presse indépendante, une presse qui oblige les autorités en situation de responsabilité à agir toujours dans le bon sens. Mais non pas une presse qui, dans un contexte de fragilité de nos institutions et de troubles au niveau de la région ouest africaine, favoriser des aspects qui pourraient nous rattraper en déstabilisant notre pays. Et de ce point de vue, c'est une invitation à la presse, parce que vous êtes, de ce point de vue, les acteurs qui peuvent donner à la population des réflexes leur permettant d'agir et de se défendre et de faire prévaloir leurs droits. Mais si on ne le fait pas, cela veut dire que de ce point de vue, vous ne faites pas un aspect fondamental qui est dévolu à la presse. C'est pour dire que la pacification de ce territoire, il faut procéder en profondeur à des changements de mentalité qui doit passer par tous les canaux permettant d'avoir une meilleure approche, une meilleure culture démocratique. Sans cela, il va de soi que les gouvernants auront du mal à faire prospérer leur ambition et leur situation. Mais grâce à Dieu, moi je suis convaincu aujourd'hui que chaque pas qui avance, la société guinéenne est en train de se pacifier. Par exemple, il y a eu un contexte d'il y a 48 heures avec le monde du secteur privé. On a pu réussir dans un cadre de concertation à permettre à ce que tout problème, c'est normal que les problèmes existent, mais les problèmes ont des moyens d'être résolus. Et là, on peut les résoudre sans brandir, disons, des muscles, sans injure, mais en agissant en tant que citoyen responsable, majeur, adulte et conscient de l'intérêt supérieur du pays. Et ça, c'est en train de marcher. Justement, puisque vous parlez des médias, je vais donner la parole à Thierry Amadou Moné Camara, et parlant de la responsabilité des médias, mais aussi que doivent faire les autorités de la transition pour amener les médias guinéens à plus de responsabilité. Je pense qu'il ressort aussi, à un moment donné, de la responsabilité également des autorités en place pour veiller à cela, à travers notamment la Haute Autorité de la Communication, l'organe de régulation des médias en Guinée. Et nous savons la situation, par exemple, que traversent certains médias, et certains médias d'ailleurs dont les agréments ont été donc retirés à date où on en est. Je vais donner la parole à Thierry Amadou Moné Camara pour justement revenir sur certains aspects, les enjeux et autres. Bon, peut-être demander à M. le Premier ministre, parce qu'un dialogue avait été engagé avec lui notamment, et sur son initiative d'ailleurs, et il avait été demandé aux associations de presse de produire, de mettre en place ce qu'elle avait promis de mettre en place, qui est l'autorité d'autorégulation, ce qui a été fait. À date, qu'est-ce que vous entreprenez pour effectivement voir dans quelle mesure on peut remettre ce dialogue en place, pour voir dans quelle mesure on peut sortir de cette situation? Mais je pose cette question parce que Ndoye a voulu que je la pose, sinon moi je voulais plutôt vous interroger sur le cas de ces leaders politiques qui soit sont en exil ou sont en prison. Je parle du cas de Kassori ou du cas de Cellou Dalein de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites effectivement, parce que la primature c'est aussi le dialogue politique et social, qu'est-ce que vous faites pour rassurer ces corps intermédiaires qui sont le parti politique à venir résoudre le dialogue politique? Bien. Par rapport C'est la question des médias, aux médias dont les agréments ont été retirés. Mais je vous ai tendu la main, vous l'avez mordu. Et le couperet est tombé. Donc, vous m'avez rendu, de ce point de vue, peu capable d'envisager une initiative quelconque. Vous savez, lorsqu'on mord la main qui vous est fraternellement tendue, il va de soi, il faut laisser guérir
la plaie qui en a résulté. Et c'est dommage parce que ça a été de la part des acteurs concernés directement qui ont fait preuve d'infantilisme. On était sur le point quand même de décrisper la situation, M. le Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, Ndoye, vous savez, dès qu'on a tendu la main, c'est comme si certains avaient un objectif de ne pas permettre à ce que le gouvernement résolve de manière irrémédiable le conflit qui prévalait depuis le mois de novembre. Et vous avez laissé faire. Il y a eu manque de leadership au niveau des responsables des médias. Lorsqu'on est à la tête d'une organisation ou lorsqu'on est le patron d'une presse, il faut se rendre compte qu'on est responsable d'une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas simplement j'ai mis les biens. Il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent, qui vivent d'un salaire et qui doivent nourrir leur famille. Et donc, la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est de se rendre compte que chaque acte, il ne doit pas voir et regarder son nombril. Il doit se rendre compte qu'il a toute une population qui dépend de l'activité et de la pérennisation de l'entreprise. Cela a manqué et c'est malheureux, mais aujourd'hui, laissons l'eau couler sous les ponts. Le temps viendra où la sagesse et l'intérêt de tous ceux et de toutes celles qui sont malheureusement impactés par ça permettra d'envisager la suite. Mais il faut changer. On ne peut pas vivre comme on vivait il y a 50 ans. C'est les faits qui nous obligent. Ce qui prévalait avant le 5 septembre 2021, c'est-à-dire l'outrecuidance, une manière de chantage perpétuel, on fait semblant on joue sur la vie, sur les intérêts du pays, au gré d'intérêts politiciens ou d'intérêts de toute nature. Ce temps est révolu. Il faut faire preuve de responsabilité, il faut agir en conformité avec les intérêts du pays et il faut de part et d'autre, quel que soit le niveau de responsabilité, savoir qu'on est justiciable. D'anciens responsables au plus haut niveau de l'État guinéen ont été jugés devant la barre, donc aucun d'entre nous n'est au-dessus de la justice par rapport à des faits qui peuvent lui être incriminés. Est-ce que l'espoir il est permis, M. le Premier ministre, en ce qui concerne justement la situation de ces médias? Non, demain appartient à Dieu. Donc le temps viendra où la situation de part et d'autre, les esprits vont s'apaiser, d'autres mentalités, d'autres approches permettront d'envisager avec l'aide de Dieu les choses avec plus de sérénité. Ce n'est pas par plaisir que nous voyons que des pères de famille ou des mères de famille se retrouvent sans emploi parce que l'entreprise qui les faisait vivre n'est plus en action. Mais aussi, c'est aussi bon. Parfois, comme vous dites, le processus de changement parfois est darwinien. Cela veut dire qu'il faut s'adapter, capacité d'adaptation. Les médias d'hier ne peuvent pas être les médias d'aujourd'hui et ne pourront pas être les médias dans 10, 20 ans. Il faut changer. Et aujourd'hui, la presse dont la Guinée a besoin, les médias dont la Guinée souhaite, c'est des médias qui vont dans une approche tout en maintenant les principes sacrés du professionnalisme et du métier du journalisme dans une approche qui permette que chacun se dise « Ah, si j'écoute telle radio, si je vois telle image, si je visionne telle émission, j'apprends quelque chose qui peut m'être utile. » Tout en ne disculpant pas les autorités en situation d'activité ou de responsabilité devant leurs responsabilités. Il faut sanctionner, il faut faire prévaloir tout ce qui peut impacter négativement les intérêts de ce pays. Sur la deuxième question de Thierno Amadou Monet, concernant la situation des acteurs politiques, dont certains sont à l'étranger. C'est ce que je viens de dire. Nous sommes tous justiciables.
N'est-ce pas? Moi-même, j'ai fait 5 années d'exil. N'est-ce pas? C'était dur. Bon, l'exil, pour ceux qui ont vécu l'exil, ils savent que c'est loin d'être une partie de plaisir. Au contraire, c'est mourir à moitié. Donc, je suis conscient de cela. Mais nous sommes tous justiciables. Il y a des faits qui sont liés à des activités politiques, il y a des faits liés à des aspects qui concernent l'obligation de redevabilité par rapport à la gestion du patrimoine national. Si on n'a rien à se reprocher, on peut être tranquille. Maintenant, le processus est en marche. L'indépendance de la justice nous oblige à ne pas nous immiscer dans les activités de la justice, parce que si on le fait, ça crée une justice à double vitesse. Donc on remet en selle une certaine forme d'impunité. Et les autorités de la transition ne peuvent pas accepter de faire marche arrière, d'autant plus qu'ils ne l'ont pas fait par rapport à des jugements de crimes de sang qui, sur le plan du symbole, sur le plan des risques sécuritaires que ça allait soulever, étaient de loin supérieurs aux nuisances que certains acteurs politiques mettent en avant pour disculper leurs responsabilités individuelles en se réfugiant derrière leurs institutions politiques. Peut-être pour être complet sur la question, peut-être que je n'aurais pas dû citer de nom, mais la question c'était de savoir, puisque on a écouté M. le Premier ministre dire aussi que, en tout cas, pour être réaliste, c'est impossible d'aller au retour à l'ordre constitutionnel au 31 décembre, il va falloir aller au-delà. Mais est-ce que ce processus que vous voulez, moi je ne dirais pas de report, peut-être de rallonge, est-ce qu'il est possible sans qu'il y ait un dialogue politique avec les vrais acteurs? Et ces vrais acteurs, il y a des faux acteurs. Il y a des faux acteurs. Bonnet, est-ce qu'il y a de faux acteurs? Il n'y a pas de faux acteurs. Alors, mais les plus représentatifs, je veux dire, quel est le sacrifice que vous êtes prêt à faire pour les rassurer et les ramener autour de la table? C'est ça la question en fait. Non, c'est que vous êtes obstiné à classifier les êtres humains dans ce pays, que d'autres sont plus humains que d'autres. Qu'est-ce qui est en train d'être jugé? Ou qu'est-ce qui est en train d'être examiné par la justice? C'est la responsabilité individuelle de personnalités qui ont eu à un moment donné à occuper de hautes fonctions dans ce pays. Certaines de ces personnalités sont en détention préventive et je suis d'accord que cette détention préventive a trop duré. Prolongé. Mais ça, c'est l'affaire de la justice. Vous savez, de par ma position aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de juger l'action judiciaire, mais tout ce que je peux dire, que la justice fasse avec diligence ce qu'elle a à faire dans le respect du droit et dans le respect, disons, de la présomption d'innocence. Ça, c'est un aspect. Maintenant, vous voulez qu'on oublie ceux qui sont en prison, puisqu'ils sont en détention préventive, en considérant que ceux-là sont moins importants que d'autres qui sont à l'étranger. Vous voyez, ça c'est une... comment on appelle ça? Je ne veux pas dire le mot pour ne pas vous blesser, mais il faut respecter tout le monde. Et les institutions politiques dont se prévalent ces responsables ont libre cours dans le pays. Elles sont invitées à toutes les rencontres. Mais si je préfère me réfugier derrière mon institution politique pour dire tant que personnellement je ne suis pas présent, rien ne peut se faire, il va de soi, c'est qu'on prend en otage une institution politique. Et ça, c'est inadmissible.
Nelson Mandela, 25 ans d'emprisonnement. Mais ça n'a pas empêché l'ANC d'agir. L'ANC, à un moment donné, de négocier avec le régime d'apartheid. Regardez récemment, dans un pays d'à côté, comment ça s'est passé. Vous savez, même Dieu condamne une certaine forme d'orgueil. Donc, voyons les choses à sa juste mesure. Le dialogue politique concerne des institutions politiques ou sociales de manière générale. Et ces institutions politiques sont représentées par des hommes et des femmes. Et si ces hommes et des femmes participent, il va de soi que l'institution politique est associée au dialogue. Par exemple, je dis, je suis l'aîné de ma famille, avec frères, sœurs, tantes et autres. Je dis, tant que je ne suis pas là, tout ce que les autres vont décider, c'est nul et non avenu. Tous les autres membres de la famille vont se dire, on le maudit. Et moi, je ne veux pas être maudit. Donc, cela veut dire, en langage tout à fait terre à terre, chacun d'entre nous doit faire ce qu'il a à faire, mais en prenant en compte des valeurs fondamentales de nos sociétés. Ne pas avoir le péché d'orgueil et ne pas étouffer l'évolution d'institutions politiques. Nous sommes tous mortels. Et de ce point de vue, vous savez ce que j'en conclus. D'accord. Aboubacar Condé, et une question sur le dialogue social. Justement, dans le cadre de la recherche politique, autant pour moi. des consensus autour des questions essentielles, vous, le Premier ministre, vous êtes aussi garant de ce dialogue social et le président même en a institué un organe consultatif. Justement, qu'est-ce qui est fait? Parce que depuis que vous êtes là, on n'a pas encore vu la convocation de tous ces acteurs autour des questions essentielles. Mais également... Non, ça, je ne laisserai pas passer. Ouais, c'est une contre-vérité. Oui, à vous de donner votre vérité. Mais il faut dire la question... Monsieur le Premier ministre, oui. je pose la question après, vous donnez la réponse Non, que vous souhaitez j'accepte, donner mais à ma question. l'introduction Voilà. est Parce déjà orientée autrement. Non, bon, justement, mon idée n'est pas d'orienter. Alors, s'accordant également sur le principe de redevabilité, on avait vu avec vos prédécesseurs, il y avait l'évaluation périodique de l'équipe gouvernementale. Et qu'en est-il aujourd'hui de ce côté? Mais également, peut-être ma dernière préoccupation, dans le cadre de l'exercice des libertés collectives et individuelles, le gouvernement a pris la décision de suspendre l'exercice de cette liberté. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour amener les Guinéens à apprendre à revendiquer? Bien. La première question. Vous dites que je n'ai pas convoqué ou invité les acteurs politiques. Ça fait pratiquement... Il parle de l'organe consultatif, là. Non. Évidemment, j'ai posé la question. Non, je réponds. Cet organe a été mis en place par le président. Je réponds. Attendez, Voilà. allons, pas à pas. Allez-y. Les formes de dialogue peuvent différer, peuvent changer, peuvent évoluer. Le dialogue est permanent. Personne, aucun acteur politique, aucun acteur social, depuis que j'ai eu la charge d'être le Premier ministre chef du gouvernement, c'est-à-dire fin février 2024, ça fait 2023. 6 ou 7 mois. 2024. Tout le monde, 2024, pardon. C'est 2024. Non, 24. Non. 24. Ah, ouais, ok. Février, Donc tu veux février 2024, attendez, c'est février 2024. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Ça fait à peine moins de... à peine. Bientôt un an. Bientôt. Non, vous voulez... Non, Allez-y, c'est monsieur le pour Premier parler plus franchement. Ne soyons pas politiciens. Mais aucun acteur politique, ni aucun acteur social, ni même aucun acteur de la société civile n'a demandé à rencontrer le Premier ministre pour échanger sur des questions d'intérêt national sans qu'il n'ait
l'audience. Donc, et les initiatives pour instaurer un climat de dialogue, un climat d'échange permanent, un climat qui n'est pas un climat de retranchement, c'est le gouvernement actuel qui l'a initié. L'invitation de tous les anciens premiers ministres disponibles à rencontrer le Premier ministre en situation de responsabilité. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Et la manière effective sur le terrain de régler certains conflits sans que ça ne fasse la une de la presse, ça aussi, c'est une autre manière de régler les problèmes. Et aujourd'hui, je dois dire qu'il y a un climat où toute personne de bonne foi sait qu'il peut avoir une porte où exprimer ses doléances et ses préoccupations. Maintenant, sur le débat proprement dit politique, j'ai reçu tous les partis politiques, y compris même ceux qui émargent du côté de ceux qui se disent force vive. Et je recevrai tous les partis politiques au milieu de ce mois pour faire le point, non pas sur des questions purement politiques, parce que la vocation du Premier ministre, ce n'est pas simplement des questions politiques, mais c'est des questions qui concernent la société de manière globale. Je le recevrai. Maintenant, de manière régulière, tous les partis politiques sont associés dans le cadre des activités relevant, disons, de sphères bien précises, au niveau du ministère de l'administration du territoire, dans le cadre de la mise en force des dynamiques pour le PNRAVEC, les partis politiques sont invités, associés. Il y a moins d'1 mois, ils étaient à Kindia. Dans le cadre de l'avant-projet constitutionnel, l'UO, la dynamique avec laquelle le CNT et son président sont en train d'organiser un fait rare. Même dans les sociétés démocratiques dites les plus avancées, ça ne se fait pas comme ça. Tout le monde est invité. Donc lorsqu'on dit dialogue inclusif et on nie ces efforts qui sont partagés au niveau de l'ensemble des sphères des autorités de la transition, c'est vraiment, c'est manquer d'équilibre. On peut ne pas aimer les responsables de la transition, mais on ne peut pas dire à un chien qui n'a pas de dents blanches, même si on n'aime pas ce chien. Donc, et c'est cela qu'il faut pointer du doigt. Parce que, vous savez, lorsqu'on dénigre systématiquement son pays, lorsqu'on dépeint toujours dans du mauvais côté son pays, vous ne faites pas mal. Lorsque je dis vous, c'est pas... c'est le pays tout entier qui en souffre. C'est les intérêts du pays qui sont d'une manière ou d'une autre indexés négativement. Le sens patriotique, on peut ne pas aimer le gouvernement, hein. Ça c'est un droit reconnu à tout citoyen. Mais agir dans le sens de nuire aux intérêts fondamentaux de son pays, ça c'est une trahison. Aujourd'hui, la Guinée est engagée dans des chantiers extrêmement importants qui vont changer, permettre à ce pays dans les années à venir de ne plus être méconnaissable. L'aliment du projet Simandou, par exemple. Entre autres. Oui. Entre autres. Monsieur le Mais ministre. L'extérieur, le bashing systématique. Écoutez les médias. Vous savez que nous sommes en compétition. Est-ce que tout le monde veut que la Guinée aille de l'avant? Est-ce qu'ils veulent que ce pays, qui était potentiellement l'un des plus riches, puisse actualiser ses ressources en tout point de vue pour être dans les années à venir un des pays susceptibles d'être leader? Et donc, c'est comme si vous avez une équipe nationale et vous dites, vous voulez que l'équipe gagne et vous êtes toujours en train de tenir la jambe des joueurs pour qu'ils ne jouent pas ou vous leur attachez
les deux jambes et dire il faut aller en compétition avec d'autres. Il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que les gens se rendent compte que si la Guinée gagne, c'est tout le monde qui va gagner. Aujourd'hui, il y a une situation. Demain, il y aura une autre situation. Mais si les choses progressent, c'est tout le monde qui va en jouir. Voilà. Donc, je tenais à ça oui, parce tout à que l'heure. les questions Oui. concernant le manque de dialogue, ce n'est pas parce que 1, 2, 3 ou 4 personnes ne sont pas contents qu'il faut dire que 10 000 personnes ou 20 000 personnes ne sont pas contents. Ah, mais il y a des personnes majeures, des acteurs majeurs aussi, Monsieur le Premier Bon, ministre. pour détendre l'atmosphère, je vais vous donner une anecdote qu'on m'a racontée ces jours-ci. À la CIA, il y avait un entretien où ils ont pris 20 personnes. Et parmi les 20 personnes, on a pris, par exemple, Tierna Amadou. On l'a inclus dedans. Et individuellement, on a projeté un triangle. Les 19 personnes ont dit que c'est un carré. La personne que j'identifie comme Tierna Amadou, quand elle a entendu que ces 19 personnes ont dit que c'est un carré, Il a dit que c'est un carré aussi. la personne a dit c'est un carré alors que c'était un triangle. Ouais. La philosophie de l'histoire, c'est quoi? Lorsque vous laissez votre pays dans une façon systématique dénigrer parce que des gens utilisent des moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Que si tout le monde dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, à travers des médias, puisque les médias jouent un rôle fondamental aujourd'hui, même des gens qui voient que les choses sont autres, pour ne pas être considérés comme des anticonformistes, ils vont dire ce que les autres sont en train de répéter. Pour être en harmonie. Donc, faites en sorte Ouais. qu'il y ait l'équilibre dans l'approche, et c'est ça qui va contribuer à une culture d'apaisement, à une culture allant dans le sens Monsieur le de la Premier ministre, sur réconciliation. les évaluations, comme il l'a dit. Non, les évaluations, vous savez, dès que je suis les venu... libertés publiques. Oui, dès que je suis venu, nous avons constaté qu'il y a quelques secteurs qui étaient sinistrés, notamment le secteur de l'électricité. Et tant bien que mal, on essaye de mettre les bouchées doubles pour en sortir de manière irrémédiable et permettre à ce pays d'être en équilibre et même aller au-delà en ce qui concerne la production d'électricité. Maintenant, si les structures ne sont pas bien assises, vous voulez faire des réformes et vous demandez aux administrateurs, aux responsables d'être évalués sur des systèmes qui ne fonctionnent pas. C'est que vous faites fausse route. Aujourd'hui, par exemple, nous avons estimé qu'il y a une floraison d'EPA qu'il faut fusionner ou qu'il faut remettre. Le dossier est pratiquement clos. Et ça va être une des mesures qui a été demandée depuis très longtemps par le président de la République. Et nous l'avons déjà fait et j'attends, disons, une ou deux séances d'arbitrage pour que ça soit finalisé. Ça veut dire qu'on remet en cause la façon dont les choses fonctionnaient. Deuxièmement, nous avons dit par rapport à la réforme budgétaire qu'à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire pour le budget de 2025 et au-delà, ce sera des budgets programmes. Un budget programme, cela veut dire que personne ne viendra demain parce qu'il a rêvé qu'il peut construire un building comme l'Empire State Building, dire je vais construire un building et que la puissance publique soit engagée dans cette voie. Il faut que tout soit planifié, que tout s'intègre dans un programme qui peut durer 2 ans, 3 ans,
pour éviter les improvisations intempestives qui font on commence aujourd'hui quelque chose, on ne le termine pas et on recommence autre chose. Tout ça, ce sont des réformes structurelles en profondeur pour changer fondamentalement la gouvernance. Donc, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on peut faire pour demander une évaluation de personnes qui travaillent à ce niveau-là et qui ne le font pas? Nous avons constaté également une certaine forme d'externalisation, c'est-à-dire ce que la puissance publique, ce que l'administration publique devrait faire, une volonté systématique d'externaliser à travers des bureaux, à travers des sociétés, le travail que les personnes qui sont dûment mandatées pour cela devraient faire. Parce que ça permet d'une certaine manière d'affaiblir la puissance publique par une hémorragie financière, mais on ne fait pas travailler les personnes habilitées. Donc, vous voyez, dans ce contexte, moi, j'ai considéré des évaluations qui ne vont pas dans le sens de conforter des réformes dûment engagées. Je ne suis pas favorable parce que c'est des coûts, Bon, il y a beaucoup d'autres choses que je peux énumérer. Lorsque vous évaluez, il faut que d'abord que le système soit assaini. J'évalue le secteur de l'électricité en disant, est-ce qu'il y a eu performance? N'importe quel directeur général qu'on peut mettre à la tête de EDG dans les conditions qui prévalaient il y a quelques mois, je ne dis pas qu'on est sorti, mais l'évaluation serait pas du tout. Votre approche sera différente de celle de votre prédécesseur, c'est ça? Bien entendu, il faut que ça change. Il faut qu'on tire les leçons de chaque expérience pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Sur certains aspects, il y a continuité par rapport à l'approche antérieure, mais sur d'autres, il faut corriger. Et c'est comme ça que va le monde. Aujourd'hui, nous faisons des aspects, nous agissons, mais demain, quelqu'un d'autre se rendra compte que nous avons commis des erreurs. Et c'est comme ça que le problème... Sa troisième question, c'était sur les libertés publiques, M. le Premier ministre. Les libertés publiques, je vous l'ai dit, les libertés publiques, pour que ces libertés publiques soient en conformité avec les attentes de tous, c'est quoi? Il faut que tous les contre-pouvoirs et le pouvoir soient efficaces. Et l'efficacité des contre-pouvoirs, par exemple la presse, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une inefficacité. Parce qu'au moment où certains tempèrent, cherchent à apaiser, il y a d'autres qui mettent le feu ou qui insistent à la violence, à un certain manque de franchise. Donc, le contre-pouvoir presse à ce niveau-là aux médias n'est pas efficace dans le sens de sa mission. Les politiques, s'ils regardent par le rétroviseur, alors qu'ils ne se rendent pas compte que le temps a changé, la Guinée est en train d'aller sur une autre orbite. Cela veut dire que ce contre-pouvoir, au lieu d'être efficace, sera inefficace. Et la situation la plus optimale, c'est d'avoir un pouvoir intelligent, sage, vertueux, et des contre-pouvoirs efficaces, intelligents. À ce moment-là, ce mixage ou cette convergence permettra de faire des bons qualitatifs et on ira plus rapidement en avant. Et c'est cela que nous sommes en train Est-ce que ça veut dire, M. le Premier ministre, que tant que vous n'avez pas la garantie que les mentalités ont changé, cette liberté restera suspendue? Non, les libertés. Moi, je suis père. J'ai des enfants. Lorsque je vois qu'un de mes enfants, que je peux lui faire totalement confiance, qu'il a une capacité d'être responsable dans sa conduite, dans ses manières de faire, vous pensez que je serai toujours sur ses talons pour savoir ce qu'il fait, comment il fait? Mais si j'ai un enfant dont, au fond de moi-même, je ne suis pas sûr de ses faits et gestes, donc à tout moment, je suis sur le qui-vive en me posant la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bien entendu, en tant que parent, on a toujours une tendance protectrice qui amène à être plus regardant
Et l'enfant peut estimer que vraiment ce vieux-là me fatigue, il veut savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Donc la liberté publique, les libertés publiques vont dans ce sens. Une société qui avance, une société où les populations sont au fait de leurs droits et savent que l'intérêt public, c'est que le pays aille dans le sens d'un apaisement, d'une responsabilisation des uns et des autres. À ce moment-là, il n'y a même pas besoin d'avoir des forces de Mamadou police. Alpha Baldé, on va aller avec, avant de partir avec les assises, notamment les assises qui ont été pilotées par les deux religieux, Monseigneur Vincent Koulibaly et aussi Elhadj Mamadou Saliou Camara, avec Thierno Amadou Boné qui va poser la question. Mais bien avant, oui, allez-y. Permettez-moi, je peux dire les questions du retour à l'ordre constitutionnel, on dirait que vous les occultez. Non, pas du tout. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Justement, oui, très près sur ces questions-là. Oui, on est en train de suivre le canevas. Oui, justement. C'est ça. Sur la Allez-y, question de Mamadou l'électricité, le Premier ministre a donné quelques exemples, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été suffisamment en profondeur. On vous a vu lancer le compteur de la primature. Prépayé. Voilà, prépayé, on imagine que ça n'existait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour justement éviter les erreurs du passé? Parce qu'on a l'impression qu'on est en période où il y a plus ou moins d'eau maintenant dans les barrages. Vous avez trouvé d'autres solutions avec le retour du bateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces entreprises qui ont passé une période d'étiage très difficile? Il y en a beaucoup qui étaient obligés de fermer. Que l'année prochaine, on ne va pas revivre le même calvaire. Aujourd'hui, EDG doit être rentable. Vous en avez parlé à d'autres occasions. EDG coûte combien à l'État et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ça puisse trouver une solution irrémédiable, pour reprendre vos termes? Bien. Merci pour cette question. Nous nous sommes abstenus d'engager des mesures tant que, au point de vue de la desserte en électricité, on ne trouve pas un seuil de satisfaction au niveau de la population. Et je pense que dans le contexte actuel, on est passé d'une phase de pénurie et je loue la résilience des populations guinéennes qui pendant... Tu es habitué au courant maintenant plus de 7 ans. Il y avait le courant régulièrement après une sorte de cassure. Non. À quel prix? Vous dites pendant 7 ans on avait du courant, mais à quel prix? Et qu'est-ce que des décisions de l'époque ont conduit le pays où le secteur de l'électricité engrange, absorbe l'essentiel, pratiquement près des 2 tiers de toutes les... Attends, non, c'est très important que les gens le sachent. Le secteur de l'électricité, c'est comme un tonneau que vous voulez remplir. Le tonneau en bas, il n'y a plus de fond. Donc, vous voulez remplir un tonneau qui n'a pas de fond, il ne va jamais être rempli. Et ça a épuisé les finances publiques de ce pays. Le tonneau qu'on avait n'avait pas de fonds qui existait déjà. Bien sûr. N'avait pas de fonds pour. Mais à quel prix? Et vous savez ce que vous savez. Avant le 5 septembre 2021, la situation économique essayait d'avoir un regard rétroviseur. Des efforts quand même avaient été consentis concernant l'inflation, l'électricité. Non, mais le ministre en charge de ce secteur, quand on aura passé cette période, d'ici 1 ou 2 mois, fera un point systématique sur les 10 années de gestion du secteur de l'électricité. Vous savez que Caleta ne nous appartient pas? Évidemment. Nous le savons. Évidemment. Nous le savons. Est-ce que la population guinéenne le savait? Moi, je ne le savais pas. La question reste posée, monsieur le Premier ministre. Qu'on m'a dit, attends, Ndoye, on m'a dit les 700 millions de dollars de Rio Tinto, c'est pour Caleta. C'est pour Caleta. Et quelques années après, on se rend compte que, mais bon, où sont passés l'argent? Les 700 millions. Les 700 millions de dollars. Point d'interrogation. Et aujourd'hui, Caleta ne nous appartient pas. On a 20 ans. On a une partie pour être... Peut-être c'est Swapiti qui ne nous appartient pas. Parce qu'il ne reste que 5 minutes là. Si vous permettez, il va terminer rapidement. Oui. Bon, allez-y, c'est pour dire
le ministre en charge de ce secteur fera un point systématique et peut-être même fera Monsieur le ministre, document. on n'a que 5 Mais minutes maintenant. pour répondre à sa question, Oui. je disais, je loue la résilience des populations qui ont enduré une période extrêmement difficile, avec sérénité et calme. Et avec l'aide de Dieu, on ne vivra plus cette situation-là. D'accord. Parce que pourquoi? Il y aura à peu près au minimum, ça dépend des délais, dans les 10 mois à venir, 700 mégawatts en énergie solaire. Oui, bon, rapidement sûr. Et le ministre de l'Énergie était la semaine dernière dans la région de Kankan pour la pose de la première pierre pour 30 mégawatts pour Kouroussa, 30 mégawatts pour Sigiri, 30 mégawatts pour Kankan en énergie solaire. Mais l'énergie solaire, à elle seule, ne suffit pas. Nous sommes en train d'envisager un processus que je tairai le nom, parce qu'en Guinée, il ne faut jamais dire ce que tu fais, il faut que les gens voient ce que tu as fait. Le retour à l'ordre constitutionnel, Monsieur le Premier ministre. Rapidement, on n'a que 5 minutes. Oui, effectivement. Disons 2 minutes maintenant. Oui, je mets quand même en relief des progrès qu'il y a eu au niveau social, au niveau sur beaucoup d'autres plans. On vous a et bon, social, vous me ramenez. L'assurance maladie, c'est une innovation. Dites à tout le monde que c'est une révolution sociale. Bien sûr, il y a bien au-delà. Les fonctionnaires et les retraités, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Monsieur le Premier ministre. Imaginez un père de famille ou une mère de famille qui va à la retraite en ayant l'estomac serré, en se disant qu'est-ce que je vais devenir. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, par rapport à la santé, il y a une assurance maladie. Et les hôpitaux régionaux. Les hôpitaux régionaux, tout ça, c'est dans le pipeline. Mais tant que ce n'est pas fini, en Guinée... Maintenant, la question, c'est de savoir, Monsieur le Premier ministre, et la question... Parce que la question sur le retour je termine, permettez, je termine. Oui, je sais. Je relève ça parce qu'on n'en a pas parlé au cours de cette émission. Il y a eu des progrès. Il y a qu'on appelle la mensualisation de la pension de retraite, il y a la révalorisation, il y a la mise en place du Conseil national... Et puis les contractuels, les 10 000 pendant 7 années. Oui, pendant 7 années. Chaque année, c'était des grèves. Parce qu'on a fait travailler... Il y a 20 000 fonctionnaires qui sont recrutés là, dont 10 000 enseignants. Attendez, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas masquer. Pendant des années, plus de 7 ans, on a fait travailler des jeunes gens et des jeunes femmes et qui ont supporté l'éducation nationale, sans moyens, sans salaire. Et chaque année, c'était des grèves. Et cette question est totalement résolue avec la fonctionnalisation de près de 10 000 contractuels de l'éducation. Maintenant, la question, Monsieur le Premier ministre, je voudrais quand même qu'on soit précis là. J'aimerais juste rappeler au Premier ministre qu'à la RTG, la situation n'est pas totalement réglée. Non, la situation est réglée. D'accord. Maintenant, la question, c'est de savoir... le retour à l'ordre constitutionnel. Si on dit à la RTG, la situation n'est pas réglée, il faut le dire. Il y avait un accord entre les syndicats et le gouvernement d'alors par rapport à la situation des journalistes stagiaires qui n'étaient pas fonctionnalisés, c'est-à-dire qui n'avaient pas un statut. Récemment, il y a eu une confusion par rapport au recrutement tel qu'il a été lancé au niveau de tous les autres secteurs pour le recrutement par les tests que le ministère de la fonction publique et du travail en relation avec le ministère de l'information avait mis en place pour un nombre, je crois, de 157, n'est-ce pas? Donc, ça posait un problème. À juste titre, les syndicalistes ont fait prévaloir des accords antérieurs par rapport à près de 300. On n'augmente pas le nombre, c'est 300 et quelques. Non, donc il ne faut pas avancer des chiffres. Peut-être il n'y avait pas de chiffre précis, Monsieur le Premier ministre. On a juste dit la régularisation. Non, la régularisation. Bien. Maintenant, ça a créé une confusion et et c'est dommage que nos administrations,
je peux vous dire, je connais un des M. Camara qui venait chaque mois relever le niveau le comptage de la consommation d'électricité à mon domicile. Un jour, je lui ai posé la question. Il m'a dit, ça fait 10 ans. Il est stagiaire. Il est stagiaire à EDG. Ouais. J'ai dit, ça, ce n'est pas du tout juste. Comment peut-on faire travailler pendant des années et des années des pères de famille dans des situations de précarité? Et je sais que des journalistes qui présentent le journal télévisé, les émissions, au niveau de la station officielle de l'État, n'ont pas de statut. Ouais. Et je trouve ça inadmissible. 15 ans, parfois 20 ans après. Je trouve ça inadmissible. Il faut que Et vous voulez maintenant, comment évaluer les performances des responsables dans ces conditions? Si on évalue en milliers de dollars dépensés ou des centaines, on se leurre parce que fondamentalement, les conditions pour que les gens soient performants, soient en phase de faire correctement le métier, les conditions de base ne sont pas réunies. Et pour en revenir à votre problème, la question a été tranchée dans le sens de faire prévaloir, parce que l'État c'est une continuité, les accords qui ont été engagés et de prendre en compte le test à un certain niveau, puisque là, il peut y avoir une marge. On recrute aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'on recrutera pas. Et donc, la tranche d'âge des personnes recrutées, il faut qu'il y ait une meilleure planification pour suivre cette évolution, pour que tout le monde n'aille pas à la retraite en même temps. Et malheureusement, par exemple, au niveau des magistrats, il a été constaté que pratiquement, heureusement que des anciens ministres avaient déjà engagé, surtout le ministre Cheikh Sako, avait engagé une procédure de formation des magistrats. Donc c'est pour dire que nos systèmes doivent changer. Nos administrations doivent évoluer. Les ministères, on les fera changer de manière de travail. Les BSD qui constituent les cerveaux des ministères devront être pourvus en personnes de qualité. Donc, par rapport à l'engagement concernant les budgets à programmation pluriannuelle, si on n'a pas des techniciens avérés en capacité de faire des prévisions sérieuses et des capacités d'anticipation, mais on n'ira pas loin. Monsieur le Premier ministre, vous avez voulu qu'on vous la pose. La dernière question, le retour à l'ordre constitutionnel en 1 minute, 2 minutes. Non, vous avez négligé cette question. Il va répondre, on est presque arrivé. Allez, voilà. Monsieur le Premier ministre. Non, on y travaille. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir le référendum à la fin de cette année. C'est-à-dire avoir le PNRAVEC, avoir le fichier électoral, organiser le référendum. Si on organise ça, c'est comme si tout le reste là, c'est comme si un coureur, vous allez gravir la montagne. Après le référendum, c'est comme si maintenant on a atteint le sommet. Mais et le reste du processus... Quel est aujourd'hui, monsieur le Président? Je voulais juste des précisions. Non, s'il vous plaît, on est allé au-delà du temps. On a l'opportunité d'avoir monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. En tout cas, moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise, je suis très content d'échanger avec vous. Donc, lorsqu'on est au sommet, le reste... Le processus, c'est une descente. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans cette synergie des radios et télévisions libres de Guinée. Merci beaucoup. En collaboration avec la RTG et la radio rurale. Soyez à tous les journalistes plus professionnels. Vous regardez, on discute, il n'y a pas de questions taboues, n'est-ce pas? Merci à Tierna Amadou-Boné, Camara. Merci à Mahmoud Alpha Baldé, Abdaka Kondé, merci. Donc merci à vous également, monsieur le Premier ministre, d'être venu. La suite de nos programmes, tout à l'heure.